L'univers a toujours été plus étrange que nous l'imaginons. Il existe des anomalies qui défient les explications. Et puis, il y a des anomalies qui réécrivent les règles de la chimie cosmique. L'objet 3I Atlas libère du nickel, beaucoup de nickel, à des taux qui ne devraient pas être possibles à la distance où il se trouve. Et voici le détail qui laisse les scientifiques perplexes. Il le fait d'une manière qui rappelle, de façon troublante, des processus industriels humains. Pas des processus naturels, pas la sublimation typique des comètes, mais des processus que nous ne trouvons sur Terre que dans les usines, les raffineries et les installations de fabrication avancées. De nouvelles observations de l'observatoire Keck à Hawaï ont capturé quelque chose de jamais vu auparavant sur une comète, un profil radial d'émission de nickel si concentré dans le noyau qu'il suggère une source de libération extrêmement localisée, presque comme s'il y avait des points de ventilation spécifiques expulsant le métal de manière contrôlée. Abonnez-vous à la chaîne Galactic Source, donnez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Car lorsque ce profil de nickel est comparé aux émissions de cyanogène, un autre composé détecté, le schéma devient encore plus étrange. Le cyanogène se disperse en une large chevelure, comme on s'y attend pour une comète normale. Mais le nickel, lui, reste collé au noyau, concentré dans un rayon beaucoup plus petit. Nous observons une chimie qui ne cadre pas, des motifs spatiaux qui ne devraient pas exister, et une liste croissante de caractéristiques qui rendent de plus en plus difficile de classer 3I Atlas dans la catégorie de comète normale venue d'une autre étoile. Venons-en maintenant aux données, et préparez-vous, car chaque mesure ajoute une nouvelle couche au mystère. Le 24 août 2025, alors que 3I Atlas se trouvait à environ 2,75 unités astronomiques du Soleil, soit environ 411 millions de kilomètres, le télescope Keck-I à Hawaï a capturé quelque chose d'extraordinaire en utilisant le Keck Cosmic Wave Imager, KCWI. Ce n'est pas un spectrographe ordinaire, c'est une unité de champ intégrale, ou IFU. Imaginez ceci, les télescopes traditionnels utilisent généralement une fente longue et mince pour prendre le spectre, vous donnant la chimie d'une seule ligne à travers l'objet. Une IFU, en revanche, est comme un faisceau de milliers de fibres optiques. Elle capture un spectre complet pour chaque pixel de l'image. C'est comme prendre des milliers de photos à différentes longueurs d'onde simultanément. Vous obtenez des données spatiales, où est la lumière, et spectrales, de quoi est faite la lumière, en même temps pour toute la région. Et ce que cette carte tridimensionnelle a révélé était perturbant. L'équipe, dirigée par W.B. Hugendan de l'Université d'Hawaï, a confirmé les émissions de cyanogène et de nickel précédemment signalées. Mais pour la première fois, ils ont réussi à cartographier leur profil radio. Un profil radial est simplement un graphique qui montre la luminosité de quelque chose à mesure que l'on s'éloigne du centre. Et les profils du nickel et du cyanogène ne coïncidaient absolument pas. Le cyanogène, CN, une molécule prébiotique courante dans les comètes, formée de carbone et d'azote, montre un schéma de distribution relativement attendu. Il s'étend en une chevelure diffuse autour du noyau, atteignant des distances de plus de 840 km. Son taux de décroissance exponentielle, la vitesse à laquelle sa concentration diminue en s'éloignant du noyau, a une longueur caractéristique de 841 km. Cela a du sens. La glace du noyau se sublime, libère la molécule mère, comme le HCN, la lumière du Soleil la brise, crée le CN, la molécule fille, et celle-ci se dilate vers l'extérieur. De la chimie cométaire de manuel. Mais le nickel raconte une histoire complètement différente. Le nickel est extrêmement concentré près du noyau, avec un rayon caractéristique de seulement 594 km. C'est environ 250 km de moins que le cyanogène. La majorité du flux de nickel provient des 2000 premiers kilomètres autour du noyau, tandis que le cyanogène reste détectable bien au-delà. C'est comme voir deux systèmes complètement différents fonctionner sur le même objet. L'un se comporte comme une comète, l'autre se comporte comme quelque chose de différent. De plus, la proportion de nickel par rapport au cyanogène dans 3I Atlas est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle de n'importe quelle comète du système solaire jamais observée, y compris 2I
Borisov, la seule autre comète interstellaire confirmée ayant montré des émissions métalliques. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. L'équipe a tenté de détecter du fer, Fe, le compagnon géochimique du nickel, dans les comètes naturelles, les astéroïdes, les météorites, dans pratiquement n'importe quel objet rocheux de l'espace, le nickel et le fer apparaissent ensemble dans des proportions prévisibles. Ils sont forgés ensemble dans les supernovas, encapsulés dans des minéraux dans des proportions quasi solaires. Ils sont inséparables. Mais lors des observations du 24 août, il n'y avait pas de fer détectable. Zéro. Rien. Juste une limite supérieure de détection qui montrait que, si le fer était présent, ce serait en quantité minime, bien en dessous de ce qui serait naturellement attendu. Des observations ultérieures du Very Large Telescope, VLT, au Chili, réalisées début septembre, alors que la comète se trouvait à 2,6 unités astronomiques, ont finalement bien détecté du fer. Mais voici le problème. La proportion nickel-fer s'est effondrée de manière spectaculaire. Elle est passée d'une dominance extrême du nickel à des proportions quasi solaires à mesure que l'objet se réchauffait. Pourquoi est-ce si étrange? Parce que cela ne suit pas le schéma de sublimation normal. Dans une comète naturelle qui se réchauffe, on s'attendrait à ce que les deux métaux commencent à se sublimer progressivement, en maintenant une proportion relativement constante. Pas un changement abrupt et dramatique, où le fer apparaît soudainement après avoir été complètement absent. C'est comme si l'objet ajustait sa chimie en réponse au réchauffement. L'explication naturelle proposée par les scientifiques implique des composés organométalliques, spécifiquement des carbonyles métalliques. Le tétracarbonyle de nickel, NiCO4, a un point de sublimation extrêmement bas, proche de 43 degrés Celsius. Le pentacarbonyle de fer, FeCO, FeCO5, se sublime à 105 degrés Celsius. Cette différence de température pourrait expliquer pourquoi le nickel apparaît en premier, à de grandes distances du Soleil, tandis que le fer ne commence à être détectable que lorsque la comète est plus proche et plus chaude. Mais il y a de gros problèmes avec cette explication. Premièrement, les carbonyles métalliques sont des composés extrêmement rares dans l'espace. Ils nécessitent des conditions très spécifiques pour se former, des environnements riches en monoxyde de carbone, CO, les bonnes températures, et surtout l'absence d'eau et d'oxydants qui détruiraient ces molécules fragiles. Deuxièmement, et même s'ils se forment, ils se dissocient, se brisent, très rapidement lorsqu'ils sont exposés à la lumière du Soleil. Le tétracarbonyle de nickel a une durée de vie très courte, peut-être quelques heures seulement, dans le vide de l'espace sous rayonnement ultraviolet. Il se décompose en nickel atomique et en monoxyde de carbone presque immédiatement. Paradoxalement, cette fragilité est ce qui expliquerait le profil radial concentré. Si le nickel est libéré par des carbonyles qui se dissocient instantanément près du noyau, nous verrions exactement ce schéma, une forte concentration centrale de nickel atomique qui n'a pas le temps de se disperser avant d'être détecté. Mais cela soulève une autre question. D'où viennent ces carbonyles et comment ont-ils survécu pendant des milliards d'années à voyager dans l'espace interstellaire? Une théorie alternative implique les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, des molécules de carbone complexes qui peuvent se lier à des atomes métalliques. Pensez au naphthalène, lié à un atome de nickel. Ces molécules sont facilement fragmentées par la lumière du Soleil, libérant l'atome métallique et le maintenant concentré. Mais, encore une fois, nous parlons d'une chimie extrêmement spécifique. Une troisième possibilité, l'hypothèse hybride, propose la formation in situ de carbonyles métalliques. L'idée est que des sulfures de nickel-fer sont présents dans le noyau. Lorsqu'ils sont exposés à l'environnement riche en monoxyde de carbone autour de la comète, ces sulfures se carbonylent, formant le tétracarbonyle de nickel directement à la surface. Cette hypothèse prédit que le nickel devrait être fortement concentré, ce que nous observons. Mais voici le détail crucial. Les observations montrent une émission de nickel symétrique. Il n'y a pas de jets évidents. L'émission est centralisée, mais étonnamment uniforme. Si la formation in situ se produisait, elle dépendrait de l'endroit où se trouvent les sulfures et le CO. Elle devrait créer des points chauds, des émissions anisotropes. Mais nous voyons une sphère homogène. Et puis, il y a la question de l'antiqueux. Oui,
3I Atlas a une queue pointant vers le Soleil et non s'en éloignant. Cela a été confirmé par les images de Keck, une structure de gaz et de poussière s'étendant dans la direction opposée à celle attendue. Les antiqueux peuvent se produire chez les comètes naturelles, dans des conditions spécifiques, impliquant généralement de grosses particules de poussière qui sont moins affectées par la pression de radiation. Mais combiné à toutes les autres anomalies, cela ajoute une couche supplémentaire d'étrangeté. Et nous ne pouvons ignorer la proportion de nickel par rapport aux autres composés. La proportion nickel-O, Ni H2O, est anormalement élevée, près de 2 ordres de grandeur de plus que prévu, similaire à 2I Borisov. Mais voici le détail intrigant. La proportion nickel-monoxyde de carbone, les NiCO, semble être alignée avec celle des comètes du système solaire. Le nickel, par rapport au CO, suit des schémas normaux, mais par rapport à l'eau, il est complètement hors norme. Qu'est-ce que cela suggère? Que 3I Atlas est extrêmement déficient en eau par rapport aux comètes typiques. Son activité est principalement alimentée par le CO2 et le CO, et non par la sublimation de la glace d'eau. Et cela a du sens pour un objet formé dans les régions externes froides d'un disque protoplanétaire autour d'une autre étoile, où l'eau était rare, mais les composés carbonés abondants. Mais même cette explication a des problèmes. Car si 3I Atlas s'est formé dans un environnement si froid et pauvre en eau, comment a-t-il accumulé autant de carbonyle métallique volatile, ces molécules qui sont facilement détruites par l'eau? Il y a aussi la question soulevée par le physicien Avi Loeb, qui s'est exprimé sur les anomalies de 3I Atlas. Loeb a calculé que pour que l'objet reste si stable sur sa trajectoire, malgré la perte de 150 kg de masse par seconde par dégazage, il devrait avoir une masse minimale de 33 milliards de tonnes. Cela implique un objet d'au moins 3 km de large, ou, alternativement, un objet fait d'un matériau extrêmement léger, un matériau que nous ne connaissons pas. Et c'est là qu'intervient la pièce la plus provocante du puzzle. Loeb a suggéré que les processus impliquant le tétracarbonyle de nickel rappellent la production industrielle. Ici sur Terre, des alliages spécialisés de nickel de haute pureté sont produits en utilisant exactement ce type de chimie. Le procédé Mond, développé à la fin du 19e siècle, utilise le NiCeCO4 pour raffiner le nickel. C'est un processus qui nécessite un contrôle précis de la température et de la pression. Ce n'est pas quelque chose qui se produit spontanément dans la nature, sauf dans des conditions extrêmement rares. Nous avons donc 2 possibilités. Soit 3I Atlas s'est formé dans un environnement si exotique qu'il a naturellement développé une chimie qui imite les processus industriels humains, soit nous observons quelque chose qui n'est pas entièrement naturel. Loeb maintient sa classification de 3I Atlas au niveau 4 sur son échelle, où 0 est naturel et 10 est artificiel, indiquant que même s'il considère toujours plus probable qu'il soit naturel, il y a suffisamment d'anomalies pour justifier une enquête sérieuse sur des alternatives. Et il n'est pas seul. La physicienne allemande Sabine Hossenfelder, connue pour son scepticisme rigoureux, a récemment commenté l'affaire. Elle ne défend pas que l'objet soit artificiel, mais elle critique fortement la tendance de la communauté scientifique à cataloguer les objets prématurément, à les mettre dans des cases conceptuelles avant d'avoir des données complètes, à écarter des hypothèses alternatives sans enquête appropriée, simplement parce qu'elles sont inconfortables. Hossenfelder souligne que la science a un historique d'erreurs de type 1, rejeter à tort des hypothèses vraies. La théorie selon laquelle les bactéries causent les ulcères d'estomac a été ridiculisée pendant des décennies. Lorsque vous rejetez prématurément une hypothèse, elle cesse d'attirer l'attention scientifique. Dans le cas d'Atlas, Hossenfelder soutient que la plus grande erreur que notre civilisation pourrait commettre serait de ne pas chercher de technologie extraterrestre simplement parce que le stigmate social et professionnel rend l'hypothèse impopulaire. Et c'est une critique valable, car lorsque vous regardez objectivement les données, vous voyez des schémas qui ne cadrent confortablement avec aucune explication, et nous n'avons toujours pas les données les plus importantes. Les sondes proches de Mars, Mars Reconnaissance Orbité, MRO, avec sa caméra iRISE, capable d'une résolution de 30 cm par pixel, ExoMars Trace Gas Orbiter, la sonde HOPE des Émirats arabes unis,
Toutes avaient une ligne de mire directe sur 3I Atlas, lors de son périhélie, lorsqu'il était caché de la Terre par le Soleil. Ces engins ont capturé, ou auraient dû capturer, des images à haute résolution et des données spectrales détaillées. iRISE pourrait résoudre la forme du noyau. Est-il allongé? Est-il sphérique? Pourrait-il voir les évents de nickel? Ces données pourraient résoudre définitivement la nature de l'objet, mais elles n'ont pas été rendues publiques. Les agences spatiales ont gardé un silence notable. Les données existent, mais l'image complète n'est pas partagée. Et chaque jour qui passe sans divulgation, les spéculations grandissent. Alors, où cela nous mène-t-il? Avec un objet qui montre une chimie impossible à des distances impossibles, libérant des métaux selon des schémas rappelant des processus industriels et présentant une concentration de nickel si localisée qu'elle suggère des sources d'émissions ponctuelles. Est-ce naturel? Probablement. Statistiquement, la grande majorité des visiteurs interstellaires seront des comètes et des astéroïdes naturels. Mais probablement naturel n'est pas la même chose que certainement naturel. Et les anomalies sont réelles. Dans les mois à venir, alors que 3I Atlas poursuit son voyage et redevient visible, nous aurons d'autres opportunités d'observation. Si les schémas changent, si la distribution du nickel devient plus diffuse, l'hypothèse des carbonyles métalliques sera renforcée. Mais si les schémas restent anormaux, si les données à haute résolution des sondes martiennes, lorsqu'elles seront enfin publiées, montrent des structures inexplicables, alors nous devrons affronter la possibilité que 3I Atlas soit quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Nous sommes de la poussière d'étoiles devenue consciente, et 3I Atlas est de la poussière d'étoiles venue d'un autre monde. Lorsque nous analysons sa chimie impossible, nous posons la question la plus fondamentale. Sommes-nous seuls? Et peut-être, juste peut-être, que le nickel libéré à 411 millions de kilomètres du Soleil est le premier indice que la réponse est non. Abonnez-vous à Galactic Source, likez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.